Bonjour professeur Raoult, bienvenue dans la matinale de CNews. Bonjour. Bonjour, j'espère que vous nous entendez bien. On va faire le point sur l'épidémie d'abord à Marseille. Qu'est-ce que vous constatez à l'IHU, mais aussi dans les services hospitaliers de la ville, après 7 jours de fermeture totale des bars et des restaurants? Est-ce qu'il y a un impact ou pas? Écoutez, je ne sais pas s'il y a un impact. Il se passe plutôt l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer, parce qu'on avait une petite... on était sur la pente d'une petite diminution, et là, il y a une petite réaugmentation, si vous voulez, qui succède à la fermeture des restaurants et des bars. Donc ça veut dire que les mesures isolées, comme ça, je ne sais pas si elles ont un impact direct. Je pense plutôt ce que l'on pense actuellement, c'est qu'il existe, comme pour un autre groupe de virus qui est proche, qui se remanie très très fréquemment, il existe des épidémies, des mini-épidémies avec plusieurs variants différents. On est à la fin d'une épidémie d'un variant qui est arrivé par bateau, qu'on appelait le 1, et on est en phase de l'augmentation et de la prise de nouveaux cas d'un variant qu'on appelle le variant 4. Et on a l'impression en plus que ces variants n'ont pas la même sévérité. Donc on a plutôt là une courbe, on a l'impression qu'il y a deux courbes qui se superposent, et c'est ce qu'on voit quand on fait l'analyse des génomes. Il manque, d'ailleurs je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de génomes dans ce pays, il faudrait que les gens fassent beaucoup plus de génomes pour qu'on suive mieux l'épidémie de ces différents variants. C'est-à-dire que vous observez toujours les mutations du virus dont nous avions parlé ensemble la dernière fois. Le virus qui a circulé cet été était un peu moins dangereux que celui qui circule actuellement, c'est ce que vous nous confirmez ? On a l'impression de ça. Donc le premier qui circulait en juillet-août, on a un papier, d'ailleurs une publication qui vient d'être acceptée, donnait sur tous les marqueurs que nous avions une sévérité moindre, moins d'hospitalisation, moins de réanimation, moins de morts. Et puis on a des marqueurs biologiques plus sensibles que ça, en particulier sur les troubles de la coagulation, qui étaient beaucoup plus bas avec ce variant-là qu'avec l'ancien variant qu'on a appelé 0, qui était celui qui a été importé d'Italie, de Chine et d'Italie. Et là, on a un nouveau variant dont les données préliminaires, mais on a analysé pour l'instant 70 cas, dont les données préliminaires semblent montrer qu'il est différent dans les manifestations cliniques que l'on a du variant 1 qui paraissait vraiment banal. C'est-à-dire qu'il est plus dangereux, ce nouveau variant que vous étudiez au sein du laboratoire P3 de l'IHU. Je suis plus prudent que ça, mais en tout cas, les éléments qu'on a nous laissent penser qu'il n'est pas aussi banal et bénin que ce que nous avons eu là en juillet-août. Une question sur la transmission du virus. Il y a de nombreuses communications américaines en ce moment sur le fait qu'il soit aéroporté, manuporté. Quelle est votre thèse à vous ? Non, mais globalement, il n'y a pas vraiment de thèse. Tout le monde sait que tout ça, c'est manuporté. Hein. D'ailleurs, essentiellement, c'est manuporté. Il y en a, les gens qui regardent ça, il y en a en réalité sur tous les meubles, sur toutes les chaises, sur tout. Et donc, il y en a partout du virus. Le risque d'exposition aéroportée est relativement faible à côté du risque d'infection manuportée. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu l'occasion de le dire, on a fait ça en Afrique, mais d'autres avaient fait une vraie étude de cette nature-là aussi au Pakistan. Le lavage des mains, le simple lavage des mains, diminuait de 30% le risque d'infection respiratoire. Hein. Donc, encore une fois, si vous observez quelqu'un, vous verrez qui a une infection respiratoire, et encore plus avec cette maladie qui fait peu éternuer et peu tousser. Vous verrez qu'en revanche, les gens se mettent les mains sur le nez, ensuite ils mettent les mains sur les meubles et ils touchent toute une série d'objets que vous allez vous-même pouvoir toucher, et ensuite vous mettrez vos mains à la bouche, et que c'est un mode de contamination majeur. Nous, on est absolument convaincus. Moi, c'est ce que je fais. Je me passe 20 à 30 fois par jour les mains à l'alcool. Vous voyez, quelques gouttes d'alcool, et puis ça tue les virus assez facilement qui sont fragiles. Et ça, c'est une mesure qui est extraordinairement importante et qui a probablement aussi des conséquences du coup sur les autres infections respiratoires, mais aussi sur les infections digestives. Donc, je pense que ça, la diminution des contacts manuels qui ne sont pas indispensables, et le passage, quand on a touché quelque chose en dehors de chez soi, des mains à l'alcool, joue un rôle qui est très important.
Professeur Raoult, est-ce que les nouvelles règles sanitaires imposées aux restaurants sont de nature à freiner la propagation du virus ? Je ne sais pas, si vous voulez, les décisions politiques, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, les décisions politiques sont des phénomènes multifactoriels. Je ne voudrais pas, pour vous dire la vérité, c'est pour ça que je suis indulgent vis-à-vis je suis indulgent en général, mais je suis indulgent vis-à-vis des décisions politiques parce que c'est très difficile. Une décision politique, elle a plusieurs objectifs, des objectifs scientifiques, épidémiologiques, de rassurer la population, de maintenir l'économie. Après, si vous voulez, les humains, on sait bien que il suffit pas c'est comme le jeu de Go, il suffit pas de mettre un pion devant, les gens passent dessus, derrière, vous fermez les restaurants, les gens peuvent se retrouver chez eux pour manger à 4 fois plus de personnes dans l'appartement que dans la maison. Donc il y a des contre-mesures qui sont prises par les gens, et donc c'est pas de la déduction arithmétique, tout ça. C'est de la décision politique. Les décisions politiques, c'est compliqué. Et moi, je me mêle, vous m'entendez rarement commenter les décisions politiques parce que c'est des décisions qui entraînent toute une série de contre-réactions qui ont plusieurs types de justifications et pas que des justifications scientifiques. Personne ne peut dire qu'il l'a démontré. On sait bien qu'il y a des cas groupés, des clusters à partir de restaurants, mais personne ne peut démontrer que la fermeture ou la non-fermeture des restaurants change quelque chose. Vous voyez, le confinement, les résultats qu'on a sont ambigus, puisqu'on voit que les personnes confinées qui sont restées ensemble sans être détectées ont finalement ont eu un taux d'infection supérieur aux gens qui étaient obligés d'aller à l'extérieur pour travailler, qui rencontraient probablement peu de personnes infectées. Vous voyez, donc tout ça est d'une immense complexité et on apprendra au fur et à mesure, on comprendra au fur et à mesure. On commence à comprendre un peu avec les études de séroprévalence, c'est-à-dire que quand on regarde les anticorps chez les gens après le passage épidémique. Donc, on commence à avoir des données en France significatives qui datent de mai, donc à la fin de la première épidémie, et qui montrent que, effectivement, les régions ont été touchées de manière inégale, et qui permet de voir, quand on a la mortalité qu'on met en face de la séroprévalence, si les mesures qu'on a prises sont effectives ou ne sont pas effectives. Et donc, on commence à avoir une analyse de ces données-là, mais sur des éléments qu'on ne connaissait pas avant, parce que c'est des données qu'on n'avait pas. Donc, voilà, on voit bien, nous, on sait que dans les Bouches-du-Rhône, on avait 8%, dans le Grand Est, 9%, en Île-de-France, 10%. Et donc, à partir de ça, vous pouvez calculer maintenant la létalité, c'est-à-dire le nombre de morts par personne qui a été positive. Et à partir de ça, vous pouvez évaluer la manière dont a été managée l'épidémie dans les différents sites. Néanmoins, on a du mal à connaître le nombre réel de contaminations dans les restaurants. On n'a pas d'outils statistiques là-dessus. Encore une fois, est-ce que le gouvernement devrait communiquer ces chiffres s'il les possède ? Encore une fois, moi, je me garde vous savez, je ne commente pas, par exemple, les choix de l'entraîneur de l'équipe de foot de France, ni ceux d'aucun entraîneur d'équipe de foot. C'est un métier différent. La politique, ça se juge a posteriori. A priori, c'est compliqué parce que, encore une fois, les décisions sont multifactorielles. Il y a des éléments sur lesquels je peux me permettre d'avoir une opinion, parce que que j'ai tort ou que j'ai raison, j'ai une opinion parce que ça concerne mon cœur de métier. Pour le reste, si vous voulez, je me garde bien de dire, écoutez, si c'était moi qui étais à la barre, le bateau irait mieux parce que je ne veux pas prendre la barre et je ne saurais pas le faire. Donc, si vous voulez, c'est des décisions, encore une fois, qui sont multifactorielles, complexes, et puis, qui plus est, influencées. Je sais qu'en France, on a tendance à voir beaucoup les choses être centrées sur nous-mêmes, peut-être même pas sur toute la France, mais sur une toute petite partie. Donc, vous voyez ce dont je parle. Mais en réalité, bien entendu, ces décisions sont aussi influencées parce que les gens qui décident regardent ce que font les voisins et tout ça a un effet d'entraînement. Alors si le voisin fait ci, on le fait aussi parce qu'on a peur d'être accusé d'avoir fait moins que le voisin qui aurait des meilleurs résultats. Vous voyez, donc la décision politique, c'est une décision complexe.
Et personnellement, je crois qu'il n'y a que le temps qui trie et qui dit, écoutez, vous avez bien fait, vous avez mal fait, on verra bien si on a bien fait ou mal fait. Moi, pour l'instant, je pense que, pas spécifiquement la France, mais je pense que l'Europe de l'Ouest et les États-Unis font plutôt moins bien que les autres pays du monde. Voilà, je pense que peut-être parce que nos populations sont trop réactives ou trop émotives, mais on fait plutôt moins bien, et ça c'est chiffrable. On voit maintenant au point où on en est, on a plus de morts, on a géré avec plus d'affolement, peut-être trop de communication, trop d'énervement. Ça, c'est mon avis, parce que les chiffres permettent de dire ça, parce qu'on peut regarder la mortalité par million d'habitants dans différents pays. On voit bien qu'il y a des différences qui sont spectaculaires quand même. Est-ce qui guide aujourd'hui l'action... Mais ce n'est pas spécifique à la France. Mais ce qui guide l'action du gouvernement aujourd'hui, c'est une obsession, c'est le nombre de lits de réanimation. On est totalement focalisé là-dessus. Est-ce que c'est un bon critère, selon vous, pour freiner, encore une fois, la propagation de l'épidémie? Vous voulez que je vous explique? Vraiment? Allez-y. Alors, je vais vous expliquer. La réanimation pose 2 ou 3 types de problèmes. Le premier problème, c'est que les réanimateurs ont progressé et notre population a vieilli. Ce qui fait que dans les réanimations, on admet et on réanime des gens de plus en plus âgés. Actuellement, on réanime des gens qui ont 80 ans, voire plus de 80 ans, ce qui était juste impensable il y a 10 ans. On fait cette nouvelle technique extraordinaire qui permet de se substituer entièrement aux poumons, qu'on appelle l'ECMO. On fait ça à des gens qui ont 75 ans. C'était impensable quand les ECMO ont commencé, et ça a commencé à être mis en place avec la grippe H1N1. Donc la population qui a accès à la réanimation n'est plus du tout la même. Elle a changé. Et la taille des réanimations n'a pas été adaptée à ce changement très important. La deuxième chose, c'est que pour faire des crises, il faut avoir des services accordéons. Et donc, il faut avoir des services qui grandissent et qui grossissent. Et ça va assez mal avec la planification. Vous voyez, la planification est une chose. Et la planification est toujours basée sur des modèles. Et les modèles ne prédisent jamais, sont incapables de prédire les événements chaotiques. Vous voyez, donc, un événement imprévu, par définition, ne peut pas être prévu. C'est même sa définition. Le troisième point, qui est un point sur lequel le gouvernement pourrait intervenir, je pense qu'il fera, c'est que dès que l'on est en période de tranquillité, la réglementation augmente. Et là, la réglementation qui concerne les horaires de travail des anesthésistes réanimateurs est une réglementation de temps de paix. Elle n'est pas utilisable en temps de crise. Alors pendant la première crise, des éléments de cette réglementation sur les récupérations de garde ont été mis entre parenthèses. Je pense que quand on a ces situations de crise, même si les gens qui sont pas très contents qu'un droit acquis soit remis en cause, il faut les pondérer de manière à ce qu'on ait le personnel suffisant pour faire fonctionner ces réanimations. Et enfin, il y a une réflexion de fond, mais là non plus, ce gouvernement n'est pas spécifiquement responsable. C'est une longue suite. Au contraire, il y a une tentative de rectification qui date depuis 30 ans. On a installé un frein à la possibilité de se former aussi bien pour les infirmières que pour les médecins, et nous en manquons cruellement, et nous allons en souffrir beaucoup plus que maintenant, parce que la population médicale est ancienne, je ne veux pas dire vieille, j'en fais partie. On est un des pays de l'OCDE dans lequel il y a le plus de médecins de plus de 55 ans. Vous allez voir ce qui va se passer dans 10 ans. Et on manque d'infirmières. Et donc, un des problèmes maintenant, c'est que pour faire face à ces besoins, nous avons besoin de plus d'infirmières et plus de médecins. Et ce pays s'est empêché et a empêché les jeunes de faire leur métier au nom de calculs, de modèles et de modélisation qui sont déraisonnable parce qu'ils croyaient prédire l'avenir. On n'avait pas prévu la diminution du temps de travail, la féminisation, l'augmentation du vieillissement de la population, donc qu'on ne pouvait pas prédire. Et donc vous comprendrez pourquoi je suis tellement hostile aux prédictions. On ne peut pas prédire les évolutions sociales et on ne peut pas prédire les événements chaotiques. Et donc toutes les projections et les planifications qui sont faites au nom de cela sont des erreurs dramatiques que l'on paye très longtemps après. Vous voyez, donc ça a commencé sous Giscard, la restriction brutale du nombre de médecins. On vous semble plus prudent ce matin, professeur Raoult, notamment sur les décisions prises par le gouvernement. Est-ce que c'est parce que vous en avez assez d'être le centre de certaines critiques ?
Oh, écoutez, non. Je pense que il va falloir tenir, c'est-à-dire que on est vraisemblablement scientifiquement ce que croient plusieurs personnes qui travaillent sur ce groupe de virus, c'est que ce virus va probablement être comme les rhinovirus, c'est-à-dire va faire des remaniements entre virus. Je pense que les variants que nous avons sont issus de variants entre virus. Donc il va falloir tenir. La question, si c'est juste un épisode, ce qu'on pouvait espérer, c'est une chose. Là, si on a des virus qui se recombinent, c'est comme ça qu'on appelle ça, eh bien, et en partie peut-être même qu'ils se recombinent avec les virus les plus fréquents respiratoires qui sont les rhinovirus, il va falloir apprendre à vivre avec ça et il va falloir apprendre à aménager nos réponses médicales à ça. Après, à côté de ça, sur la mortalité, je pense qu'il faut continuer à être raisonnable. Nous, les gens qu'on voit mourir, c'est des gens qui ont des espérances de vie qui sont extrêmement faibles. Hein. C'est des gens qui ont plus de 80 ans, voire plus de 90 ans. C'est des gens qui ont des polypathologies extrêmement sévères. Donc, si vous voulez, les morts vraiment et franchement imprévues, il y en a extrêmement peu ou pas. Hein. Donc, c'est un peu comme la canicule, si vous voulez. En réalité, l'année qui a suivi la canicule, la mortalité des sujets âgés s'est effondrée parce que les gens qui avaient une espérance de vie courte étaient mortes pendant la canicule. Donc, sur le moyen terme, bien sûr, personne ne souhaite mourir même à 85 ans, hein, mais sur le moyen terme, ça n'a pas de conséquences majeures hein, sur l'espérance de vie, ou très peu. Donc on verra ça, là aussi, on verra quand les choses arriveront. Il va falloir apprendre à vivre avec ça, et vivre avec ça, ça veut dire que il faut que le niveau de tension entre les uns et les autres se calme. Moi, personnellement, c'est pas que ça m'ennuie, hein, mais je suscite un nombre de réactions que je croyais incroyables. Il y a des gens qui m'insultent, qui se plaignent auprès du Conseil de l'Ordre. Il y a une cinglée là, qui fouille les 3500 publications que j'ai faites pour savoir si je ne me suis pas trompé. C'est pas que ça m'empêche de dormir. Mais globalement, ça veut dire que là, il se déchaîne dans ces conditions. C'est Bernard Olivier qui a dit ça, une cruauté, si vous voulez, qui a le droit de s'exprimer, que l'on ne doit pas laisser s'exprimer dans des sociétés civilisées. Et donc, je pense que la crise sociale, là, est une crise sociale qui est très violente, que c'en est juste une partie. Il ne faut pas trop ouvrir les portes à la cruauté. C'est pas bien. C'est très dangereux. Voilà. Donc, moi, je continue à penser que l'essentiel de mon métier, c'est ce que je fais, c'est d'organiser ici les choses pour prendre les gens en charge. Vous savez, on en reçoit 3000 par jour. C'est un défi quotidien de faire que les gens n'attendent pas 4 heures, de trouver la capacité pour les tester, de les prendre en charge. C'est un défi quotidien, c'est notre métier. Ensuite de ça, moi, j'ai une opinion que j'ai manifestée sur le fait qu'en fonction de la prise en charge, eh bien, on n'avait pas la même mortalité, je le maintiens. Je pense, encore une fois, que l'approche scientifique de ce pays a été trop virtuelle. Je pense que nous devrions avoir, vous savez, rien qu'à Houston, il y a plus de génomes maintenant que dans toute la France réunie. Il n'y a que nous qui faisons des génomes en série. On a fait 1 millier et les autres n'en font pas. Je pense que l'approche scientifique dans ce pays et la distribution des données scientifiques est en retard. Toutes les données sur la séroprévalence, sur les génomes, sont des choses qui amènent les scientifiques à réfléchir. Et la science, ce n'est pas une chose qui se décide juste par un conseil scientifique. Il faut qu'il y ait un conseil scientifique s'il en faut un. Mais il faut multiplier les données, acquérir des données et les comparer. Justement, on voit que vous en avez marre. Et c'est ça la priorité. Vous en avez marre de prendre des coups et c'est bien normal. Vous parlez de conseil scientifique. Marseille veut se doter d'un conseil scientifique en vous y associant. Est-ce que vous en ferez partie ou pas ? Alors, écoutez, pour l'instant, ça c'est de l'information qui vient de vous. Moi, on ne m'a rien demandé. Si on me demande, je réfléchis. Mais de toute manière, que ce soit à Marseille ou que ce soit dans mon pays, quand on me demande mon avis, je le donne. Si je suis compétent pour le donner. Vous savez, je suis en contact de manière hebdomadaire, comme j'ai eu l'occasion de le dire de manière tout à fait officielle, avec le ministère de la Santé, pour les informer, avant d'informer qui que ce soit d'autre, des choses que nous trouvons, des choses que nous pensons, et je le transmets. Et puis ensuite de ça, c'est leur métier de le transformer en ce qu'ils veulent. Donc oui ou non à ce conseil scientifique marseillais ? Je n'ai pas compris.
Encore une fois, on ne m'a pas posé la question, donc c'est vous qui me posez. Bon. Et si vous me demandiez de faire partie du conseil scientifique de CNews, je dirais non. D'accord, je comprends. Il n'y en a pas. Mais si la ville de Marseille me le demande, je verrai ce qu'il me demande. Moi, je suis, encore une fois, je suis un fonctionnaire, et si on me demande de participer à quelque chose qui socialement représente un intérêt par des gens qui ont la légitimité pour me demander, je dirais, je ne vois pas pourquoi je refuserais de donner mon avis. Bon, vous avez remarqué, je le donne facilement, mon avis. Oui, mais là, on vous sent un peu plus sur la réserve, et on voit qu'évidemment, vous en avez sans doute un peu assez d'être la cible permanente. Même quand on regarde l'ordonnance de Trump, on dit « Ah, mais regardez, il n'y a pas l'hydroxychloroquine ». C'est peut-être ce symptôme-là aussi qui est le mal français. Je ne sais pas, si vous voulez. Encore une fois, j'ai eu l'occasion de vous le dire sans vouloir... il y a plusieurs échelles de temps. Moi, je suis dans une échelle de temps qui est... Il faut laisser le temps pour pouvoir faire le tri des choses. Je ne croyais pas, d'abord, je suis un peu indifférent à ce qu'on pense ici et maintenant de moi. Pour vous dire la vérité, je suis indifférent. Il y a, en même temps que j'ai reçu hier, je sais pas, une très gentille lettre de l'ambassadeur du Brésil qui me dit que j'ai sauvé le Brésil et que Bolsonaro me prend pour un grand sauveur. J'ai reçu une lettre de l'ambassade de Chine. Le consul du Sénégal est venu me féliciter. Donc, si vous voulez, tout ne se passe pas à Paris non plus, hein, ni sur les plateaux télé. Donc, si vous voulez, les choses demandent. Je reçois, je vous assure, beaucoup plus de compliments que d'insultes dans ma vie. Mais la population est extraordinairement gentille avec moi, extrêmement reconnaissante. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Après, si vous voulez, le temps, moi, tous les jours, on ne peut pas tous les jours dire, écoutez, voilà, j'ai gagné, j'ai perdu. Le temps se fait, il y a beaucoup de travaux qui se font. Bien sûr, il y a des gens qui privilégient les travaux qui disent ceci marche, il y a des gens qui privilégient les travaux qui disent ceci ne marche pas. Tous les jours, pour vous dire la vérité, il sort une publication qui dit, qui teste les traitements qui ont été mis en place. Moi, là encore une fois, j'ai joué mon rôle, c'est-à-dire j'ai évoqué et mis en place un traitement qui est repris par des millions de gens dans le monde, hein, des milliards même, puisqu'il y a 4,5 milliards de gens qui vivent dans des pays dans lesquels c'est recommandé ou proposé. Donc il y a pas, encore une fois, il n'y a pas que dans 2 ou 3 endroits dans lesquels on décide si c'est bon ou pas bon. Tout ça, c'est une affaire planétaire. Donc, si vous voulez, l'excitation et l'énervement qui va jusqu'à l'insulte ou jusqu'aux insultes personnelles est quelque chose qui ne devrait pas être toléré. Personnellement, je pense que vous ne devriez pas tolérer ça sur les plateaux de télévision. Je pense que le Conseil de l'ordre ne devrait pas tolérer ça parce qu'on doit vivre ensemble. Après, on a le droit d'avoir des opinions différentes. On a le devoir de communiquer les données objectives et réelles, même quand elles sont désagréables, les données objectives. Et ensuite de là, ça s'arrête là, et si possible sans nommer les gens. Mais au-delà, si vous voulez, on finit par perdre le lien social. Il ne faut pas le faire. Vous avez raison. Donc moi, je ne vais pas mettre le feu dans ce pays. C'est pas mon rôle, c'est pas ma nature. Je suis pas le général Boulanger, vous voyez. Et donc, je donne des données, je donne des chiffres, si vous voulez, et pour les questions qui se posent sur les stratégies, le temps fait l'affaire. Et moi, ce que je fais, la différence de beaucoup de gens que vous voyez, vous savez, dans mon équipe, on a déjà fait 60 publications internationales sur le domaine. On est de très 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 loin les premiers. Les deuxièmes, d'ailleurs, d'une manière intéressante, sont les ORL. C'est le chien qui publie énormément, parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'atteintes ORL. Et donc, les deuxièmes après notre équipe sont des ORL. Donc, si vous voulez, nous, notre métier, c'est d'avoir des données scientifiques, c'est de les publier au monde. On ne les publie pas juste pour la France, on les publie pour le monde entier. C'est écrit en anglais, d'ailleurs, comme ça tout le monde peut le lire. Et donc, tout ça, c'est disponible, et puis le temps fera l'affaire de ça. Ok, professeur c'est très intéressant. Il y a d'ailleurs... J'ai encore 2 questions scientifiques à vous poser. Pardon ? J'ai encore 2 questions scientifiques à vous Oui. poser. Elles concernent Allez-y. d'abord les tests. On est le pays qui teste le plus au monde. C'est félicité Olivier Véran. Il a annoncé la commande de millions de tests antigéniques qui donnent le résultat très rapidement. Est-ce qu'il y a une fiabilité scientifique sur ces tests antigéniques ?
Nous, on ne trouve pas. Voilà. Nous, on trouve que ça dépend, je ne sais pas à quoi ils sont destinés. Nous, on les a testés, bien sûr. Et là aussi, pour nous, c'est très facile parce que, comme je vous dis, on a 3000 personnes qui se présentent pour être testées par jour. Donc, pour évaluer un test, pour nous, il nous faut une journée. Hein. C'est extrêmement simple. Donc, on a testé ce test. Et ce test ne détecte, chez nous, que entre 70 et 75% des gens positifs. Donc, pour un test de dépistage, si vous voulez, en principe, ça doit être un test de screening, c'est un test qui teste très large, c'est-à-dire que c'est pas très grave s'il trouve plus de positifs que ce qu'il y en a, parce que vous pouvez faire un test de confirmation, mais s'il en trouve moins, si vous en laissez passer, alors il n'y a pas de moyen de les rattraper. Vous voyez, donc moi je ne suis pas convaincu par ce test. Il existe maintenant des tests moléculaires qui, eux, ont la même fiabilité, là aussi on l'a testé, et qui sont des tests rapides en 20 minutes, si vous voulez, alors ils sont plus chers pour l'instant, mais ça c'est le pays qui devrait négocier le coût de ça, mais qui ont l'avantage de ne laisser passer personne. Donc moi personnellement, mais c'est pas différent des tests de cette nature qu'on a eu pour d'autres infections respiratoires. C'est des tests qui ont ce que nous on appelle une faible sensibilité. C'est très rapide. C'est très pratique, mais il faut faire un test derrière. Donc, si vous voulez, si c'est pour faire des tests derrière chez les négatifs pour détecter les positifs, c'est pas extraordinairement fonctionnel. Voilà. Donc, ça ne me paraît pas actuellement des tests diagnostiques fiables. Mais encore une fois, ça peut être utilisé à autre chose, j'en sais rien. Concernant le vaccin, le monde entier a les yeux rivés sur la recherche vaccinale. Est-ce que vous êtes toujours sceptique sur l'efficacité d'un éventuel vaccin? Quelle protection aurait-il? Le professeur Salomon a même dit que si on a peu de symptômes, on est très peu immunisé. Donc voilà, encore une fois, est-ce qu'il faut mettre tous nos espoirs sur la vaccination? Oui, je ne sais pas d'où on sort que quand on a peu de symptômes, on est peu immunisé. Je ne sais pas s'il y a vraiment des études là-dessus, puisqu'on voit bien que la séroprévalence, c'est-à-dire les gens qui ont des anticorps, sont beaucoup plus fréquents que les cas qui avaient été diagnostiqués. Mais ce qui est exact, c'est qu'il y a des gens, il y a quelques exemples, nous aussi on en a, de gens qui ont fait une infection là en avril-mai et qui font une infection maintenant. Avec un autre variant. Alors, on ne sait pas. On est en train de regarder si c'est que simplement l'immunité est insuffisante. Pourtant, qu'il y avait des anticorps. Si c'est l'immunité qui est insuffisante ou si les variants résistent à l'immunité naturelle. Donc ça, c'est une vraie question. Et il existe encore une fois, c'est pour ça que le modèle, la compréhension génétique de ce virus, pour moi, est une vraie priorité. Et je regrette encore une fois qu'on ne fasse pas plus de génome dans ce pays. Il faudrait vraiment, vraiment, vraiment faire Vous voyez, si j'étais actif dans ce conseil scientifique, je demanderais qu'on arrive à produire une vingtaine de milliers de génomes pour essayer de comprendre ce qui se passe et comment ça circule dans ce pays. Parce que si ce que je redoute se passe, c'est-à-dire que s'il y a de l'hybridation, de la recombinaison entre ces virus, entre les différents coronavirus, et nous, on a eu des infections avec 2 coronavirus à la fois. Un coronavirus endémique, ceux qu'on a tous les ans, les 4 qui circulent, et le Covid. D'accord ? Et donc, ça, vous savez, comme ils sont très proches, d'échanger quelques parties de leur génome est très facile. Comme il y a un risque aussi qu'ils échangent des gènes avec les rhinovirus qui circulent beaucoup, si vous avez ça, vous aurez le même défi que de trouver un vaccin pour le rhinovirus. Et le vaccin pour le rhinovirus, on ne l'a jamais trouvé en pratique. Donc, bien sûr, tant mieux s'il y a un vaccin. Faut pas désespérer les gens. Il y a toute une série de difficultés à envisager qui vont être complexes. Voilà. Donc, là aussi, moi, je me méfie beaucoup des annonces avant d'avoir commencé à avoir un travail, parce que quand vous allez tester un vaccin avec une souche donnée, si vous voulez, la capacité à protéger contre des souches différentes et vraiment différentes, elle n'est pas démontrée. On verra ce que ça donne. Donc, tant mieux s'il y a un vaccin.
tant mieux. De toute manière, on aura un arsenal. Il va bien falloir le tester dans des conditions correctes parce que comme la mortalité de cette maladie est très faible, hein, on ne peut pas avoir un vaccin qui ne soit pas très sûr. Hein, et donc, il va falloir avoir une notion de la sécurité extrêmement élevée, et donc tester des centaines de milliers de personnes pour être sûr que ça n'est pas dangereux. Et donc, il faudra un peu de temps pour avoir un vaccin, et puis on verra ensuite si effectivement il est efficace. Hein. Est-ce que vous avez eu des nouvelles d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, professeur Raoult? Il est venu à Marseille, il me semble, la semaine dernière pour expliquer ces mesures. Écoutez, non, j'ai pas de nouvelles directes avec lui, mais je suis en contact avec son cabinet. Et encore une fois, si vous voulez savoir si je suis vexé, je ne suis pas vexé, je vous l'ai dit, je suis un stoïcien, donc c'est surtout l'estime de moi-même que je recherche, celle des autres, si vous voulez. Je préfère que les gens me trouvent très bien plutôt qu'ils me trouvent très mal, mais c'est pas ça qui guide ma conduite. Un dernier mot de ce livre, La science est un sport de combat, que vous publiez chez Humaine Science. Un livre qui est vraiment passionnant, qui explique votre démarche scientifique et même quasi philosophique. Il y a juste un chapitre qui dit « Tout ce que je sais, c'est ce que je ne sais pas ». C'est vraiment, encore une fois, le fondement de votre démarche? Ah oui, si vous voulez... D'ailleurs, je vois que tout le monde est excité sur le Covid, mais pendant qu'il y avait cet épisode de Covid, il y a deux de nos papiers extraordinaires qui ont été publiés ou acceptés. Un qui montre pour la première fois des septicémies avec un groupe de microbes qui s'appelle les archées. Jamais personne n'avait trouvé ça au monde. On a trouvé ça, y compris avec des infections du cœur, ce qui est une vraie question parce que c'est pas sensible aux antibiotiques. C'est comme des bactéries, mais c'est pas des bactéries. Donc c'est vraiment la première fois au monde qu'on trouvait ça. Et puis deuxièmement, on a trouvé une maladie avec beaucoup de nos collègues infectiologues d'ailleurs, qui est nouvelle, qui sévit en Nouvelle-Calédonie, mais probablement dans tout l'hémisphère sud, qui est liée à la consommation de petites chauves-souris, les roussettes, qui est une maladie mortelle, hein, qui a été découverte par une jeune femme qui, hélas, est décédée, à qui on dédie ce travail, Elodie, en Nouvelle-Calédonie, et qui vient d'être accepté, qui est un très joli travail, qui était un microbe qui était aussi inconnu. Donc, si vous voulez, dans le 21e siècle, on a commencé le 21e siècle en disant il y a 3 grandes branches microbiennes, si vous voulez, les eucaryotes, qui sont les cellules, y compris les cellules humaines. Les bactéries avaient été trouvées dans les années 70, ces archées, et depuis a été trouvé un nouveau groupe de microbes qui fait 20 à 40% des microbes de notre corps et de l'environnement qui étaient totalement inconnus, qu'on appelle pour l'instant les CPR, ou que nous on appelle les mini-microbes, qui a été découvert vraiment pendant le 21e siècle. Les virus géants, qui sont probablement parmi les 3 virus qu'on retrouve le plus dans le microbiote humain, que nous avons décrits, qui étaient parmi les qui ont été décrits au 21e siècle. Donc vous voyez, et puis à côté des archées, il y a un des microbes dont on pensait qu'ils étaient intermédiaires entre les archées et les bactéries, qui auraient donné vie aux eucaryotes. Nous, on pense que c'est des archées purement et simplement. On a décrit une aussi, isolée du tube digestif. Et puis des parasites de ces archées qui sont aussi un nouveau monde qui était totalement inconnu. Donc on est rien que sur ce domaine de la microbiologie, si vous voulez, ça veut dire que 40 à 50% du vivant du monde nous était totalement inconnu au XXe siècle. Donc c'est extraordinaire. Voyons. Donc on a un monde à découvrir, et bien entendu, à chaque fois qu'on tire des conclusions immédiates sur les données que nous avons, on fait bien entendu une spéculation et on sait qu'on se trompe. Bon, vous savez, j'ai fait beaucoup de cours dans ma vie, et j'ai toujours commencé les premiers cours que je faisais aux étudiants en disant « Écoutez, ce que je vais vous dire n'est pas vrai, pour 2 raisons. Premièrement, parce que la connaissance change. Deuxièmement, parce que si je vous expliquais tout ce que je sais, vous ne comprendrez rien. Et donc, je vais commencer par vous dire des choses qui sont très simples, mais qui ne sont pas vraies, parce que j'ai besoin de vous les expliquer. Et ensuite, quand vous aurez appris ces choses simples, vous pourrez apprendre des choses plus compliquées. C'est ça la connaissance. » Merci beaucoup, professeur Raoult, d'avoir répondu à nos questions ce matin sur CNews. La science est un sport de combat, et je crois que vous en savez quelque chose. Merci beaucoup, encore une fois, de ces explications. À vous, Romain Desarbres.